Bien, ça me fait plaisir d'accueillir comme premier conférencier le docteur Serge Lepage, qui, comme vous l'avez mentionné, est président de la Société québécoise d'insuffisance cardiaque. Il est aussi cardiologue au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, où il est cardiologue évidemment, et où il est également professeur titulaire en cardiologie. Le docteur Lepage a des intérêts de recherche diverses en insuffisance cardiaque, en angine, en hypertension. Il est l'auteur de plusieurs articles et résumés. Donc, sans plus tarder, Dr. Lepage va nous parler des recommandations consensuelles du traitement du patient avec dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique. Merci beaucoup. Donc, probablement un sujet pour se réveiller tranquillement, le patient qui n'a pas encore de symptômes. Un sujet un peu curieux. Quand il m'a confié ça, je me suis dit, mon Dieu, pourquoi parle-t-on de ça? Bon, on parle de ça parce que c'est important. On veut prévenir que le patient décompense arrive dans nos murs. Et il y a des moyens, vous allez voir, pharmacologiques pour le faire. Ce qui est un peu intéressant, c'est de voir qu'essentiellement, je pourrais vous montrer 3 diapositives. Le consensus est relativement clair. On va essayer d'animer ça un tout petit peu plus parce qu'ils m'ont donné 35 minutes. Puis Simon est là pour surveiller mon temps. Puis Dieu sait qu'il me dit qu'il me chicanerait si je dépasserais. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'il y a divers moyens d'arriver à l'insuffisance cardiaque. On a l'approche qu'on connaît très bien, l'approche du patient post-infarctus, puis ça, c'est extrêmement important. Beaucoup de nos patients nous arrivent au décours d'un événement cardiovasculaire, un infarctus silencieux ou plus symptomatique. Ce que je vous dirais de ce côté-là, il y a probablement 2 types de patients post-infarctus. Le premier, c'est le patient qui était dans l'ère pré-angioplastie primaire, donc lui gardait beaucoup plus souvent une saveur de dysfonction ventriculaire gauche persistante. Bien entendu, avec l'arrivée de l'approche agressive, même le patient post-infarctus avec dysfonction ventriculaire gauche peut voir sa fraction d'éjection s'améliorer beaucoup, et donc un questionnement chez ces patients-là jusqu'à quel point la lourde thérapie que l'on donne pour prévenir les complications après l'hospitalisation, jusqu'à quel point on ne pourrait pas la diminuer. Bien entendu, ces patients-là sont assez faciles à trouver. Ils se présentent à l'hôpital avec une douleur dans la poitrine, un changement à l'électrode des troponines, puis là, on identifie ce patient-là, on le suit, on fait une échographie cardiaque, puis on peut l'identifier. Ceux-là sont plus faciles. Ceux-là, par exemple, sont peut-être un peu plus difficiles à trouver. FR, c'est ceux qui ont des facteurs de risque, les états précliniques qui prédisposent à l'hypertension, à l'insuffisance cardiaque. Je vais vous en parler un tout petit peu. Il y a des données intéressantes de ce côté-là. Je vais vous montrer un modèle pour prédire le patient qui va faire de l'insuffisance cardiaque dans les prochains 4 ans. Mais donc, bien entendu, tout l'intérêt de la prise en charge de l'hypertension, du diabète, pour prévenir l'apparition d'insuffisance cardiaque. Il y a des données probantes de ce côté-là. Bien entendu, tout le chapitre des cardiomyopathies, comment on les découvre, comment on les traite. Bien entendu, dans le cadre d'un screening familial, c'est plus facile. Sinon, ça va être des formes sporadiques. Mais donc, diverses formes. Puis lorsqu'on va parler de traitement, on va parler du traitement de ces patients-là en général. Bien entendu, surtout une grosse saveur du patient post-infarctus, beaucoup moins de données probantes sur les cardiopathies ou les patients avec facteurs de risque. Je vous rappelle également que la Société américaine s'est déplacée de la New York Heart Association vers les étapes de la maladie. Pas beaucoup d'intérêt de ce côté-là. Il y a 2 intérêts en termes de traitement. Donc, c'est à l'émergence de l'insuffisance cardiaque. Ça, c'est plus facile. Le patient devient symptomatique, puis on le reconnaît comme ça. Bien entendu, l'autre intérêt pour nous comme cliniciens, c'est le patient qui est en perte d'autonomie sévère. Mais donc, il y a une étape avant ça, avant le début de la maladie, c'est avant l'émergence de la maladie, donc le patient qui détériore sa fraction d'éjection de façon asymptomatique. Ce qu'il faudrait se demander, comment on identifie ce patient-là? Donc, ce patient-là, il a soit des facteurs prédisposants, comme je vous le disais, hypertension, diabète, soit pas du tout. Il y a des patients qui vont se présenter malgré l'absence avec de l'insuffisance cardiaque, soit sur une base ischémique ou non. Donc, le défi pour nous aujourd'hui, ça va être de reconnaître ces patients-là avant, puis on va voir jusqu'à quel point on est capable de le faire, puis qu'est-ce qu'on devrait faire pour le faire. Pourquoi il faudrait le faire? Bien, parce qu'un patient qui n'a pas d'insuffisance cardiaque, bien entendu, il y a un devenir nettement différent de celui qui va en avoir. Puis ce qui est intéressant, quand on regarde les études populationnelles, j'ai pris celle-là par intérêt. Je vous rappelle que ça peut être controversé, mais essentiellement, les patients en classe fonctionnelle 1 et 2, ceux qui sont relativement peu symptomatiques, voire asymptomatiques, en termes de devenir, il y a un devenir qui va ressembler beaucoup aux patients en classe 2 et en classe 3. Donc, que ce soit en classe 1, 2 ou 3, le devenir du patient est relativement similaire. C'est sûr qu'il y a des données contraires à ça. De temps en temps, on va classer 1 et 2 ensemble, 3 et 4 ensemble pour en faire une dichotomie, mais même le patient peu symptomatique, en termes de devenir cardiaque, a un devenir qui est mauvais. Donc, ça, on en a parlé un tout petit peu. Donc, le décours du post-infarctus, c'est le continuum de Dzar qu'on a vu bien souvent, mais essentiellement au décours d'un infarctus, du remodelage de la dilatation ventriculaire gauche, l'apparition de l'insuffisance cardiaque.
Ce qui arriverait avant ça, bien entendu, c'est la détérioration de la fraction d'éjection de la dynamique ventriculaire gauche. Donc, comme clinicien, on est bon pour les reconnaître ici. Il faudrait peut-être les reconnaître ici. Comme je vous le disais, si le patient fait un infarctus, habituellement, on va le suivre au long cours. Je vous ai déjà présenté les données au long cours des patients. Je vous rappelle qu'un patient qui fait un infarctus ST-elevation à 13 ans versus un patient qui fait un infarctus non-Q et diabétique. Le patient qui fait un infarctus non-Q diabétique à 13 ans va faire plus d'insuffisance cardiaque que le patient avec ST-elevation qui ne fait pas de diabète. Donc, bien comprendre, ce n'est pas juste du dommage myocardique primaire, c'est aussi des conditions concomitantes. Mais l'autre évolution que je vous propose aussi, c'est le patient qui a des facteurs de risque, qui a bien entendu probablement de l'athérosclérose, mais qui ne passe pas par l'infarctus puis qui va présenter une détérioration de la fraction d'éjection de la dynamique ventriculaire gauche. Donc, tout l'intérêt, comme je vous le disais tantôt, de la prise en charge. Bien entendu, comment on pourrait screener ces patients-là? Parce qu'on pourrait les trouver, aller les chercher avant l'apparition des symptômes, pas de problème. En partant de la salle aujourd'hui, on va installer des machines d'échographie, puis on va faire des échographies à toutes vous autres, puis on va voir jusqu'à quel point vous êtes à risque de faire une dysfonction ventriculaire gauche. De ce côté-là, on le fait à l'hôpital quand j'étais résident. On a pris des résidents puis des patrons parce qu'on voulait déterminer des valeurs normales de fonction diastolique. Avec les résidents, ça a bien été. Avec les patrons, ça a bien été jusqu'à ce que je rencontre un de mes collègues de médecine nucléaire, un homme non hypertendu, non diabétique, d'à peu près une quarantaine d'années. À l'échographie cardiaque, on a découvert une fraction d'éjection à 25 Patient complètement symptomatique, c'est un gars qui court à tous les jours. Bref, on les reconnaît mal, ces patients-là. C'est de ça qu'on va parler. Comment on fait pour les reconnaître, ces patients-là? Parce que si on les prend en charge, on dit qu'on va leur sauver la vie, mais comment on va les trouver? C'est ça qu'on va regarder. Donc, je vous rappelle, un des prototypes, c'est de dire, bien, vous allez screener tous vos patients diabétiques puis hypertendus. Petit problème de ce côté-là. Diabète, ça veut dire 7, 10 ou 12 de la population. Hypertendu, ça veut dire 18 Puis comme je vous le dis, ce n'est pas juste l'hypertension puis le diabète. Ça veut dire qu'il va pouvoir encore étendre le screening. Comment on fait pour les identifier? Puis est-ce que c'est un coût efficace? Bien entendu, ce qu'il faut faire probablement, c'est les reconnaître avant qu'ils arrivent à la salle d'urgence. Comme je dis souvent, comme clinicien, on est très, très bon. Quand le patient est alité à l'urgence, tachypnéique avec le poumon tout blanc, on est super bon. On dit, regarde ça, là, c'est de l'insuffisance cardiaque. Bien entendu, il y en a avant. C'est le patient qui se détériore, un peu plus essoufflé, un peu plus fatigué. Mais le problème, c'est que le diagnostic différentiel de la dyspnée et de la fatigue, il est très, très large. Pour vous dire quelque chose, depuis janvier, je m'entraîne pour le triathlon. Je suis maintenant bien moins essoufflé puis bien moins fatigué. Pourtant, ce n'était pas de l'insuffisance cardiaque. Fait que donc, bref, toute la reconnaissance clinique de l'insuffisance cardiaque avant l'apparition des symptômes, les critères de Framingham. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de cliniciens qui les connaissent mal, ces critères-là, mais essentiellement, c'est d'être à l'affût des signes et des symptômes d'insuffisance cardiaque. Je vous rappelle que ça, c'est un point de vue qui était important, même en pratique primaire, puisqu'il faut les reconnaître avant l'apparition des symptômes. Puis je vous rappelle que ce n'est pas facile. Je me promène depuis 2 ans avec une patiente qui a une insuffisance cardiaque droite floride auprès des généralistes. Je l'amène avec moi, la patiente, puis je leur dis, qu'est-ce qu'elle a, cette patiente-là? Ils l'examinent, puis à la fin de la journée, ils ne voient pas que la jugulaire jusqu'aux oreilles. Donc, bien comprendre, il faut faire de l'enseignement de ce côté-là. Puis pour vous dire quelque chose, il y a des études qui ont screené des populations. Je vais vous en montrer quelques-unes, pas tous parce qu'il y en a beaucoup. Mais essentiellement, donc, il faudrait s'entendre sur ce qu'est la fraction d'éjection normale. La plupart des laboratoires, c'est 55 Puis, quand vous parlez de dysfonction ventriculaire gauche, bien, ça dépend de quoi vous parlez. Donc, ici, si on dit que n'importe quoi en bas de 55, c'est de la dysfonction gauche, vous le voyez ici, 54 c'est 12 de votre population de patients avec risque intermédiaire entre 50 et 70 ans. C'est quand même assez fréquent, assez prévalent. Mais regardez, bon, 54, là, l'erreur sur la mesure en échographie, c'est 3 à 5 fait que je vous dirais, êtes-vous bien sûr que c'est de l'insuffisance cardiaque. Si vous prenez 50 comme cut-off, c'est 3 à 4 Je vous rappelle qu'habituellement, on dit que c'est important ou significatif à partir de 40. Si vous prenez 40, c'est 1 à 2 Puis si vous prenez 30 une dysfonction ventriculaire gauche significative et sévère, c'est à peu près 1 à 2 Puis ce qui est intéressant, c'est que les plus sévères, la plupart de ces patients-là, ils ont une évidence de maladie coronarienne ou d'hypertension. Bref, si vous voulez les chercher, il faut en screener beaucoup. Puis ce que vous allez détecter le plus souvent, c'est une dysfonction ventriculaire gauche légère. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bon, on va être inquiet, bien entendu, mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour les traiter? Puis c'est ça qu'on va voir, qu'est-ce qu'on a comme évidence pour traiter ces patients-là. Donc, encore une fois, si vous les traitez, les données de NHANES 2, on est capable de prédire le fardeau de la maladie future. Donc, via NHANES, les 13 000 patients, le risque attribué à la population qui va devenir insuffisant cardiaque. Bien, regardez, c'est surtout les patients qui ont une maladie cardiaque athérosclérotique. Bref, les patients qui ont des facteurs de risque de maladie coronarienne.
sont plus à risque de devenir insuffisants cardiaques. Puis regardez le risque populationnel, c'est 62 62 de la maladie est bâtie autour de la maladie cardiaque, un peu plus chez l'homme que chez la femme. Tabagisme, 1,6, le risque populationnel à 17 donc vos patients tabagiques. Vos patients hypertendus, 1,4, 10 intéressant. C'est un cofacteur, mais un peu moins important qu'on l'aurait pensé. Obésité, 1,3, 8 pour le risque populationnel chez le diabète, puis 3 chez les autres. Les maladies valvulaires, pourquoi ce n'est pas très important? Parce que leur prévalence n'est pas très importante, mais chose certaine, c'est qu'une fois que c'est présent, par exemple, là, le risque est très important. Puis, ce qui est important aussi de comprendre, surtout pour le patient âgé, c'est la sténose aortique calcifiée, le patient 75-80 ans. Oui, Guy? Systolique et diastolique. Hein? Non. C'est impressionnant. Hein? Je vous rappelle qu'on a des modèles également. Aujourd'hui, je vous présente le modèle, c'est lequel que j'ai mis, le modèle chez l'homme. Il y a une table chez la femme aussi. J'espère que dans la version Internet de ma présentation, ils vont mettre les deux. Mais vous êtes capable cliniquement de déterminer le risque de vos patients. Donc, âge, capacité vitale, donc la mesure pulmonaire, tension artérielle systolique, fréquence cardiaque, hypertrophie à l'électro, maladie coronarienne, maladie valvulaire, toutes sortes, diabète ou cardiomégalie. Vous avez un système de pointage, vous êtes capable de déterminer dans les prochaines 4 années votre risque de développer la maladie. Fait que vous voyez ici, avec les scores élevés, 30 et plus, vous avez 40 de développer de l'insuffisance cardiaque. Ça serait peut-être une façon intéressante de dire qui je vais screener, puis bien entendu, comment je vais le screener. Ça va être les prochaines diapositives. Donc, les patients avec dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique, ça, je l'avais enlevé. Attendez un peu. Bon, on va regarder juste la dernière ligne en termes d'interprétation. Donc, ce que l'on cherche, encore une fois, c'est de déterminer dans une population urbaine la présence d'une dysfonction ventriculaire gauche. Ce que ces gens-là ont trouvé, c'est que les patients avec dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique étaient 2 fois plus prévalents que les patients insuffisants cardiaques. De sorte que si vous prenez vos critères de Framingham pour les reconnaître, vous avez seulement un tiers des patients. Les autres, c'est 2 fois plus fréquent, bien entendu. Puis l'autre chose qu'eux ont découvert, c'est que la maladie ischémique et l'hypertension artérielle sont extrêmement prévalents. Puis eux autres, ce qu'ils suggèrent, c'est de screener par l'échographie les patients à haut risque pour la dysfonction ventriculaire gauche devraient être considérés. Donc, est-ce qu'on devrait se lancer dans la recherche de tout ça? Ce que je vous propose, c'est non, parce qu'il y a d'autres études qui vous démontrent, même chez les patients avec risque intermédiaire ou faible risque, certains rapports vous montrent 0,2 %. Le nombre de patients screenés est beaucoup trop important. On n'est pas rendu là, vous le savez, à l'échographie cardiaque. Dans la plupart des milieux, les temps d'attente sont 4, 6, 8 mois. On ne devrait pas se lancer dans ces populations-là. Bien entendu, encore une fois, les données de survie, c'est ça qui est le problème, c'est qu'à mesure qu'on ne les reconnaît pas, ces patients-là vont se détériorer, tant au niveau de la capacité fonctionnelle que de la survie. Ici, on vous compare le patient qui a une dysfonction ventriculaire gauche systolique sévère, modérée ou même légère. Donc, malgré la présence de cette dysfonction légère-là, on a quand même un effet sur le pronostic. Donc, une dichotomie, on a de la difficulté à les identifier, mais ils ont quand même une morbidité attribuable. S'ils arrivent en symptômes, bien entendu, on pourra peut-être les récupérer. Puis, bien entendu, il y a des guidelines. Je vous présente, lisez pas ça, c'est trop chargé. Il y a des guidelines pour ça. Je vais vous reparler du guidelines américain. Bien entendu, comme on est Canadien, on va regarder surtout le guidelines canadien. Vous allez voir qu'il y a des différences entre les deux, puis c'est un petit peu ça que je veux vous parler aujourd'hui. Hein, vous les reconnaissez, c'est les guidelines du consensus canadien. Donc, pour les reconnaître, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on suspecte l'insuffisance cardiaque, on fait les antécédents puis l'examen physique, puis après ça, on fait une investigation. La radiographie du thorax, elle est importante. La plupart de ces patients-là n'auront pas de changement. On fait un électrocardiogramme à la recherche d'anomalies de conduction, critères d'hypertrophie. Puis bien entendu, si vous avez la possibilité, on pourrait toujours les screener avec le BNP. Il y a des études qui ont été faites en termes de screening de BNP. C'est intéressant, mais encore une fois, le cost effectiveness n'est pas très important. Bien entendu, si vous suspectez la maladie avec les symptômes, là, c'est cost effective. Pour les études populationnelles, ce n'est pas très important. Puis bien entendu, après ça, vous continuez l'algorithme, vous faites l'échographie cardiaque, puis après ça, vous les traitez en présence de symptômes. Ici, je vous rappelle, on ne parle pas du patient symptomatique, on parle du patient asymptomatique, mais c'est un petit peu le même algorithme. Puis ce que le consensus canadien nous dit, c'est que les médicaments qu'on devrait utiliser, c'est les médicaments qui ont été prouvés. Hein, puis là, on a plein d'études. On va voir jusqu'à quel point ces études-là s'appliquent en dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique, puis qu'est-ce qu'on évite. Parce qu'on dit tout le temps, les ACE, c'est super important, les bêta-bloqueurs, c'est super important. C'est super important chez le patient symptomatique. Jusqu'à quel point ça prévient les complications chez le patient asymptomatique.